Bonjour et bienvenue à Santé Plus, ravi de vous retrouver pour cette édition dédiée au thème de la contraception. Alors la contraception, ça concerne autant les hommes et les femmes. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir David Serfaty. Bonjour, docteur Serfaty, vous êtes président de la Société francophone de contraception, président d'honneur de la Société européenne de contraception, ancien président de la Société française de gynécologie. Vous êtes gynécologue à Paris et vous avez dédié toute votre carrière au sujet de la contraception. Et nous vous proposons aujourd'hui de faire un tour d'horizon de la contraception féminine, mais aussi de la contraception masculine. Eh bien, ça me fait plaisir de faire ce point avec vous. Et on parlera peut-être particulièrement de l'Afrique subsaharienne, mais pas que. Pas que, parce qu'on s'inspire de ce qui se passe en Afrique subsaharienne et inversement. Et je vais on aura l'opportunité de voir que l'Afrique peut apporter également à l'Europe et au monde quelquefois. Bien sûr. Et alors, est-ce que la contraception, c'est de plus en plus répandu ? Oui, en tous les cas, disons, en Europe, c'est sûr. Dans tous les pays, elle augmente. Il n'y a aucun pays où elle diminue, à ma connaissance. Elle augmente dans tous les pays, bon, plus dans les pays, on va dire, développés que des pays en voie de développement, mais ça progresse indiscutablement. Voilà. On aimerait qu'elle progresse un peu plus dans certains endroits du monde, comme par exemple l'Afrique subsaharienne, et c'est une des raisons pour lesquelles, avec des amis, j'ai créé donc la Société francophone de contraception, qui regroupe 20 pays francophones, et pour essayer d'aider un peu cette cause qui me semble indispensable à tous les points de vue. Alors la contraception, c'est évidemment essentiel pour planifier la taille de sa famille et l'espacement des naissances, mais quelles sont les méthodes à disposition en 2021 quand on parle méthode contraceptive ? Alors on a l'habitude de les classer en méthodes modernes et méthodes anciennes, pour ne pas dire archaïques. Alors, les méthodes modernes à l'échelon mondial, c'est le dispositif intra-utérin, ce qu'on appelle nous ici le stérilet. Je n'aime pas beaucoup ce vocable parce que le mot stérilet, il y a la connotation stérilisation, c'est pas du tout ça. Donc, dispositif intra-utérin, c'est la première méthode de contraception réversible à l'échelon mondial. À l'échelon français, c'est la pilule. À l'échelon européen, c'est la pilule. À l'échelon africain, ça dépend des pays. Il y a d'énormes différences. Prenez par exemple l'Afrique du Nord. Vous avez la Tunisie qui est un des premiers pays en contraception de toute l'Afrique. Et vous avez à côté l'Algérie et le Maroc où ils sont très peu stérilisés, ils sont monométhodes, surtout la pilule. Alors que la Tunisie, c'est plus équilibré, il y a plus de stérilés, il y a plus d'implants, il y a plus d'injectables. Donc chaque pays a une spécificité qu'il faut respecter, qu'il faut aider. Il faut s'adapter, il ne faut pas critiquer, il ne faut jamais rien imposer. C'est très très important. Il faut agir par l'expérience et pas par l'imposition. Et progressivement, les choses augmentent. Donc chaque pays a sa spécificité. Je vous disais, première méthode, le stérilet, deuxième méthode, la pilule, troisième méthode, le préservatif masculin. Ça, moi, j'appellerais ça les méthodes modernes de contraception, même si le préservatif n'est pas la chose la plus moderne. Il a subi quand même beaucoup d'améliorations et on est en train, en plus de le parfaire, aussi bien le préservatif masculin et son bébé qui est le préservatif féminin, qui est en train d'être amélioré pour qu'enfin les femmes puissent utiliser un moyen de protection des maladies sexuellement transmissibles quand le partenaire ne veut pas ou ne peut pas mettre le préservatif masculin. Donc là aussi, il y a des recherches. Voilà un peu les méthodes essentielles. Alors maintenant, dans les méthodes anciennes, il y a le retrait, le fameux retrait. Alors le fameux retrait, je crois qu'il faut en parler. On ne peut pas toujours ne pas le laisser à part. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui utilisent ce moyen de contraception, parce que c'est tout ce qu'on a sous la main, si j'ose dire. Hein. Donc le retrait, il faut simplement, supposons que des gens veulent utiliser le retrait, qu'on est dans un pays subsaharien ou ailleurs. Mais il faut dire ce que ça apporte, quelle est son efficacité et comment on peut l'améliorer, par exemple, le retrait qui est à la disposition de chacun. Alors, on va dire qu'il y a 20% de grossesse si vous utilisez le retrait d'une manière habituelle. Mais si vous l'utilisez très, très, très correctement, c'est quand même 4% d'échec.
Vous voyez ? Donc, ne condamnez pas, on ne condamne pas ceux qui l'utilisent, on les aide à parfaire la méthode qu'ils ont toujours utilisée pour qu'ils en tirent le meilleur usage. J'ai pris l'exemple du retrait, et il y a d'autres méthodes qu'on peut citer, comme les spermicides, comme les diaphragmes et tout ça. Donc toutes les méthodes peuvent être correctement utilisées et on peut améliorer le résultat. Il faut respecter. Alors, la méthode la plus naturelle, sans rien, c'est la femme qui allait. Et comme elle est en Afrique subsaharienne, la méthode dite la mamma, parce qu'elle a pris ce vocable, c'est la méthode de l'allaitement maternel, qui est la méthode la plus utilisée au niveau mondialement, et en particulier dans ces pays-là, et qui est très importante pour le bébé, hein, parce qu'il a au moins le lait de sa mère. Mais il y a des conditions si vous voulez en tirer un résultat. Il y a 3 conditions. Il faut que les gens les entendent. Il faut que ce soit pendant les 6 premiers mois qui suivent l'accouchement, pas plus, après n'est plus efficace. Il faut que la femme allaite beaucoup, au moins 6 fois, enfin qu'elle allaite le plus qu'elle peut nuit et jour. Hein, et puis, il ne faut pas que le retour des règles ait déjà lieu pendant ces 6 premiers mois. Donc à ces 3 conditions-là, on tire un bénéfice à peu près égal à celui de la pilule. Alors parlons d'efficacité. Alors qu'on n'a besoin de rien, oui. Simplement une manière de faire. Parlons efficacité. Vous avez cité la méthode du retrait en disant que si c'était très très correctement utilisé, c'était 4%. Si ça l'était moins, c'était 20%. C'est beaucoup. Mais finalement, pour que ce soit efficace, il faut bien connaître son corps. Et j'aimerais qu'on dise à toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui nous écoutent comment ça fonctionne un cycle et quelles sont les périodes dangereuses en fait dans lesquelles il ne faut pas tomber dans le piège de. Revenons à la fameuse méthode Ogino. Voilà. Oui. Alors, à ces jeunes-là, je ne leur parlerai même pas de la méthode dont je viens de parler, le retrait. Parce que c'est effroyable, 20% de grossesse, si vous voulez. Oui. C'est quelque chose d'inacceptable. Mais je dis, pour les gens qui n'utilisent que ça, mais si j'ai des jeunes qui viennent me voir pour la contraception, là, je leur parle des méthodes modernes avec lesquelles ils peuvent compter sur des efficacités. Le stérilet, c'est moins de 1% d'échec. Quand même, c'est remarquable. La pilule, alors là, il faut tout de suite dire quelque chose. Elle peut être efficace à 100%. Si vous l'utilisez parfaitement, en réalité, ce n'est pas tout à fait 100%, c'est 0,3%. Mais dans la vraie vie quotidienne, chez nous à la maison et tout ça, c'est 7% d'échec. Donc, très très correctement utilisée, c'est très efficace, mais il faut ajouter à condition qu'elle soit très correctement utilisée. N'oublie pas. C'est comment correctement utilisé? C'est une pilule par jour. 24 heures, absolument. Sans oublier, absolument, et sans compter les jours, et sans compter rien du tout. C'est une pilule par jour, tous les jours, avec une tolérance à l'oubli quand même. On est des êtres humains, donc on est faillible, comme vous le savez. Hein, on peut oublier un soir de prendre sa pilule, on se rattrape le lendemain. Tant qu'il y a 12 heures de tolérance à l'oubli, on tolère 12 heures, hein, quand c'est la pilule habituelle. Ce qu'on appelle la pilule. Qu'est-ce que c'est la pilule habituelle? C'est un composé de 2 hormones, œstrogène plus progestatif, les deux ensemble, ce que les Anglais appellent les COC, et que nous appelons la pilule combinée œstro-progestative. Celle-là, elle tolère 12 heures de retard pour qu'on puisse vivre humainement, si vous voulez. Donc il y a des règles en fonction de la catégorie des pilules, alors que les pilules qui ne contiennent que des progestatifs tolèrent moins les oublis que la pilule œstroprogestative dont je viens de vous parler. Mais ce qui est intéressant pour des pays comme par exemple les pays subsahariens, pourquoi la micropilule progestative, en tous les cas la pilule progestative est très précieuse? Parce qu'elle n'a quasiment pas de contre-indication. Elle n'a quasiment pas besoin d'être surveillée. Elle ne contrôle pas très bien le cycle, ça d'accord. Elle peut donner des saignements irréguliers, d'accord, mais sur le plan de la sécurité, quand on n'a rien pour surveiller, voilà, les pilules progestatives, c'est très intéressant, surtout qu'elles ont subi des progrès récents qui sont remarquables. Et figurez-vous que pendant cette pandémie-là du Covid-19 que nous subissons, eh ben, c'est une décontraception qu'on utilise plus volontiers quand on ne peut pas faire de consultation présentielle ni de surveillance présentielle. C'est une petite parenthèse qui est valable aussi bien chez nous que dans la francophonie subsaharienne. Voilà, donc on a parlé un peu des méthodes modernes, on a parlé des méthodes anciennes, et qu'est-ce qu'on peut tirer plus? Tout à l'heure, vous m'avez dit la consultation pour contraception.
elle est fondamentale. Elle n'est pas obligée d'être faite par des grands gynécologues ou des grands médecins. Elle peut être faite par des sages-femmes. D'ailleurs, la France a ouvert cette indication aux sages-femmes depuis quelques années et ça fonctionne très bien. Et puis ça peut être, dans certains pays, des providers, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui sont formés, des infirmières en général, ou des infirmiers, ou du personnel médical formé à administrer la contraception. Donc, et qui connaissent bien, surtout dans les pays subsahariens, qui connaissent bien leur clientèle, leurs femmes qui viennent les voir. C'est l'importance du dialogue et de créer cette relation de confiance entre le professionnel, on va dire, de santé au sens large, et un couple finalement, et pas seulement une femme ou un homme, vous avez dit en passant, vous avez prononcé le mot confiance. Oui. Alors je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire, et la présidente de la société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, on avait fait connaissance, elle m'avait parlé des pilules qu'elle... Je lui ai dit, combien de pilules avez-vous? Je lui avais demandé. Figurez-vous, dans le monde, il y a grosso modo 100 ou 120 pilules différentes. Il me dit, on en a une. Et comment elle est? Elle s'appelle confiance. C'est très important, parce qu'il s'adapte un peu. Je prends une confiance tous les jours. Et ça a très bien marché. D'ailleurs, en plus, la formule de leur pilule confiance est une formule qu'on a retenue depuis la fameuse crise, la pile scare française, dont on parlera une autre fois. Et puis alors, on parlait tout à l'heure des pays subsahariens. Il me revient j'étais à Ouagadougou en 2014. C'était notre 9e congrès. Et c'est là que les Africains nous ont donné une leçon qui est actuellement pratiquée même chez nous. C'est le DUPP. Est-ce que vous savez ce que c'est le DUPP? Dispositif intra-utérin du postpartum immédiat. L'idée est la suivante. Quand les femmes viennent accoucher dans une maternité, c'était au Burkina Faso, eh bien, elles accouchent, mais avant qu'elles quittent la maternité, on leur met un dispositif intra-utérin. Ils ont innové cette méthode, donc la femme accouche, mais elle ne revient pas l'année d'après avec un autre enfant. Elle part avec une contraception de longue durée qui a fait ses preuves, qui est le dispositif intra-utérin. Alors ce concept de DUPP, on en a parlé beaucoup, et maintenant dans la littérature spécialisée française ou anglo-saxonne, le dispositif intra-utérin du postpartum immédiat, ça s'est généralisé, mais l'expérience nous vient du Burkina Faso, du Mali, et de la Guinée. C'est ce jour-là que ces pays nous ont appris comment on peut se débrouiller en utilisant les moyens qui sont à notre portée pour éviter les grossesses non désirées. Et c'est là que j'ai appris ça. Est-ce qu'il y a des pays où la contraception est interdite? Non. Non, parce que toutes les religions acceptent la contraception. En général, toutes les méthodes, avec des petites nuances, mais je ne connais pas. Alors, il y a eu le fameux stérilet a soulevé quelquefois des problèmes. Est-ce qu'il est abortif ou est-ce qu'il est contraceptif? Sans entrer trop dans les détails, il y a eu quand même beaucoup de travaux expérimentaux qui maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que le dispositif intra-utérin est contraceptif et pas abortif. Donc il y a eu des discussions, mais je ne connais pas d'interdit, d'interdiction, des contre-indications religieuses d'une méthode de contraception ou une autre. Je ne connais pas. Je termine juste, parce que vous aimez bien les pays africains et les anecdotes. En visitant un peu ce Burkina Faso, je passe dans un village où j'ai découvert la polygamie. La polygamie de fait, c'est-à-dire où chaque homme avait 3 ou 4 femmes, et lesquelles chacune avait 4 ou 5 enfants dans un village. Et c'est là que j'étais conforté dans mon idée qu'il faut vraiment pousser la contraception masculine, parce que quand vous contraceptez correctement un homme, vous contraceptez les 4 femmes ou les 5 qu'il pourrait avoir en tant que polygame, si vous voulez. Je n'ai pas à critiquer la polygamie, même si je suis complètement contre personnellement, mais il ne faut pas critiquer, il faut voir. Voilà une population. Ils acceptent la polygamie, il faut les aider. Donc je suis pressé qu'on trouve une méthode de contraception masculine moderne, autre que le préservatif et que le retrait et que la vasectomie, et on est en train d'y arriver, pour aider, entre autres,
les pays où la polygamie est une chose quotidienne. Voilà. Alors, avant d'entamer ce deuxième chapitre sur la contraception masculine, je voudrais qu'on referme le premier chapitre. Nous avons compris qu'il y avait une douzaine de méthodes contraceptives à disposition. Il y en existe à peu près 120 pilules dans le monde entier à disposition. Mais peut-être faut-il chasser les idées reçues. Il y a eu beaucoup de controverses au sujet de la tolérance de ces contraceptifs. Or, on sait qu'on a un recul de plus de 50 ans sur ces contraceptifs qui ont permis, au fur et à mesure des progrès, d'être de plus en plus tolérés. Alors, s'il y avait 3 conseils à donner lorsque on utilise un contraceptif, quels seraient-ils ? Oui, mais vous avez tout à fait raison. Il faut lutter contre les fake news, comme on dit actuellement, c'est-à-dire les nouvelles falsifiées, falsifiées qui ont écrit des livres. Comme quoi la pilule tue, j'arrête la pilule, je ne veux pas citer de nom parce que ce n'est pas mon propos, mais je veux dire, les méthodes de contraception, et surtout prenons la pilule, puisque c'est comme la pilule qui est la première méthode de contraception. Vous savez quand est-ce qu'elle est née, la pilule ? La pilule est née le 23 juin 1960. Elle a 60 ans. Je ne connais aucun médicament qui ait fait l'objet de plus d'études que la pilule contraceptive. Donc on connaît ses inconvénients, on connaît ses bénéfices, ils sont nombreux, et on joue avec, et maintenant les risques. Alors, il y a des risques. Toutes les méthodes, toutes les médications ont leurs inconvénients, leurs contre-indications. Mais si vous obéissez aux contre-indications que nous connaissons bien, puisqu'on parle de la pilule, c'est une merveilleuse méthode de contraception qui a en plus beaucoup de bénéfices pour la santé des femmes. Elles font beaucoup moins de cancer de l'ovaire, qui est le cancer qui tue le plus la femme, beaucoup moins de cancer de l'utérus, de l'endomètre, beaucoup moins de cancer colorectal. Ça, ce sont des effets bénéfiques de la pilule qui ne se discutent plus. Donc, pour éliminer les inconvénients de la pilule, il faut interroger correctement les patientes qui viennent nous voir leur mère si elle les accompagne et qu'on a affaire à des jeunes, que vous soyez en subsaharien ou que vous soyez en sursaharien, bien interroger, éliminer les contre-indications, mais si vous supprimez les femmes qui doivent pas prendre la pilule, par exemple, la pilule elle marche très bien, elle a beaucoup d'effets bénéfiques. Ce sont les femmes qui fument, par exemple ? Est-ce qu'on peut donner la pilule à une femme qui fume ? Par exemple, mettons dans tous nos livres, une femme qui fume 15 cigarettes par jour et qui a 35 ans, c'est une contre-indication à la pilule, plus forte que les autres contre-indications. Donc, oui, vous avez bien cité l'exemple. Les autres contre-indications, alors à part le tabac, c'est l'hypertension artérielle. Donc on ne donne pas la pilule à une femme qui fume et qui prend la pilule, que risque-t-elle ? Une femme qui fume, qui prend la pilule, si elle arrive à l'âge de 35 ans, il faut lui arrêter la pilule, l'aider dans la mesure du possible à se sévrer de son tabagisme. Au bout d'1 an de sévrage, elle pourrait reprendre de nouveau la pilule, mais c'est une véritable contre-indication. Le tabac, l'hypertension, le diabète grave avec des complications, surtout anciens, les phlébites anciennes. Nous avons la liste des contre-indications. Elle est connue partout. Elle est connue par les médecins, elle est connue par les sages-femmes et par les providers du monde entier. C'est important de le redire en voilà, disant pilule et tabac. J'ai dit les choses essentielles. Exactement. Donc alors, même l'obésité à partir d'un certain âge devient un handicap pour la pilule. À partir de 45 ans, moi je ne donne plus la pilule aux femmes qui sont véritablement en surpoids, obèses, carrément. Donc, parce qu'il y a un risque de phlébite et j'en tiens compte. Donc on connaît bien les contre-indications, on les respecte et à ce moment-là, la pilule devient complètement faisable. Et si on est dans des endroits où ce n'est pas très facile d'éliminer, comme je vous disais tout à l'heure, on privilégie les contraceptions sans risque, comme par exemple les pilules progestatives, quels que soient leurs inconvénients, ou bien le fameux dispositif intra-utérin, qui a bénéficié depuis, ça c'est assez nouveau plutôt, même chez nous, là, en Europe, que maintenant on le met à des jeunes filles. Maintenant, ça s'est généralisé parce que nous avons suffisamment de preuves et des études randomisées de bonne qualité scientifique qui nous permettent d'utiliser des mini-stérilés aux jeunes filles et ça marche très bien.
et moi-même j'en pose, en prenant toutes les précautions nécessaires, j'en pose à des jeunes filles qui ne veulent pas prendre la pilule, ou qui ne peuvent pas la prendre, ou qui ne la tolèrent pas, ou qui ont ce qu'on appelle une hormonophobie, parce que finalement, l'hormonophobie traîne dans tous les livres. Bien sûr. Il y a un désir de prendre des produits naturels, d'éviter les hormones. Eh bien, il faut écouter ça, il faut écouter cette demande et ne pas la négliger. Bien sûr. Voilà. Alors, vous êtes très engagé internationalement depuis toujours dans cette recherche sur la contraception et sur la pédagogie. Vous avez participé à de nombreux congrès scientifiques. Dites-nous ce que nous devons savoir sur la contraception masculine, puisque c'est un sujet qui est un peu moins connu du grand public. Oui, parce que la contraception masculine, elle n'est pas très connue. Tout à l'heure, je vous dis, il y a les méthodes qui sont actuellement à la disposition de l'homme. Maintenant, là, c'est le préservatif masculin. Oui. Alors, il faut connaître l'efficacité une fois pour toutes. Si vous l'utilisez parfaitement, c'est que vous avez 2 ou 3% d'échecs, ce qui est très bien sur le plan de l'efficacité, mais dans la vraie vie, c'est à peu près 13% d'échecs. Il faut connaître. D'accord ? Voilà. Préservatif masculin. Deuxièmement, le retrait, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Donc, préservatif masculin, le retrait et la vasectomie, qui est très, très, très peu utilisée. La stérilisation masculine est très peu utilisée en France. Elle l'est plus dans certains pays, comme par exemple en Grande-Bretagne ou en Hollande ou d'autres pays européens. Chez nous, elle n'a pas pris. Voilà les 3 méthodes qui, elles existent aujourd'hui. La vasectomie, c'est vraiment moins de 1%, mais on peut tourner autour de 0,5%. Le retrait, il est utilisé sans qu'on sache exactement par combien de personnes. Le préservatif masculin, c'est quand même la 3e méthode jusqu'à aujourd'hui comme contraception, pas simplement comme contraception, mais également avec le souci de se protéger des maladies sexuellement transmissibles et du sida sexuellement transmissible. Ça, ne jamais oublier que ça reste toujours la meilleure méthode. Bien qu'il y ait d'autres méthodes qui pointent à l'horizon en dehors du préservatif pour se protéger et du sida et des maladies sexuellement transmissibles. Alors demain, il y aura la pilule pour hommes, on connaît sa formule, ce sont ce qu'on appelle des progestatifs androgéniques. On la prend tous les jours comme on la prendrait parce qu'elle n'est pas encore dans le commerce. Oui. À mon avis, il faut compter une 8aine d'années pour qu'elle soit dans le commerce. Encore si longtemps ? Ben oui. Oui. Pourtant, on en parle depuis déjà. C'est très long. Alors, la pilule pour hommes, il y en a 2, on connaît bien leur formule, on connaît leur efficacité. Ça, c'est à mon avis une méthode très intéressante parce qu'on assimile à ce moment-là l'homme à la femme. Elle a pris la pilule, je prends la pilule, ou bien quelquefois tantôt toi, tantôt moi, ce qui me paraît à moi très bien pour l'équilibre d'un couple. Alors, à part la pilule pour homme, il y a le gel. Il y a le gel combiné qui combine de la testostérone et d'un progestatif. Oui, c'est un gel qu'on applique sur la peau quotidiennement. Et ça marche très bien. Donc le gel combiné à base de testostérone et d'un progestatif, c'est testostérone, c'est la 2e méthode qui est possible. Et alors, ce qui est encore plus révolutionnaire, si vous voulez, c'est la vasectomie sans vasectomie, c'est-à-dire sans chirurgie. C'est-à-dire, on injecte dans les canaux déférents un polymère, mettons un produit, qui empêche les spermatozoïdes de passer, mais qui laisse passer les fluides. Et donc c'est une injection d'un produit dans les canaux déférents de l'homme, sans aucune chirurgie. Et quand il n'a plus besoin d'être contracepté, on fait une autre injection et on dissout le polymère et ça marche. Et donc ça s'appelle le Risug, R-I-S-U-G, commercialisé aux États-Unis sous le nom de Vasalgel, c'est un gel. Ça marche chez l'animal, ça marche chez le lapin, ça marche chez le rhésus, qui nous ressemble beaucoup, le singe nous ressemble beaucoup, et donc l'expérience débute actuellement chez l'homme. Il faut compter quelques années pour que ce soit pratique. Donc, retenons donc la vasectomie médicale sans vasectomie, la pilule pour homme, le gel pour homme, et puis il y a une méthode qui est un peu anecdotique, mais je ne peux pas ne pas la citer, c'est le slip thermique. Ça consiste, ça c'est l'équipe toulousaine
l'équipe toulousaine qui fait des études avec des vêtements qui remontent un peu les testicules. Et, c'est une question de température. Je préfère ne pas en parler parce que je crois que ça manque un petit peu d'études à long terme. Je ne veux pas en parler plus, mais il existe dans la littérature. Retenez plutôt la pilule pour homme, le gel pour homme et puis le vasal gel. Retenez ces choses-là. On aura l'occasion éventuellement d'en parler. Voilà pour l'homme. Alors, merci beaucoup pour ce tour de piste qui nous a permis de mieux connaître, bien sûr, les méthodes contraceptives féminines et masculines. Je vous invite, chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus, à regarder sur Internet. David Serfaty a écrit de nombreux ouvrages tout à fait pédagogiques qui vous permettront de découvrir davantage d'informations sur la contraception. Merci beaucoup, Dr Serfaty, et à la semaine prochaine. Merci aussi de m'avoir accueilli. Merci, docteur. Merci beaucoup.